Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de notre série Les rendez-vous du reporting de durabilité. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la CSDDD ou de la CS3D. Enfin, on va parler de la fameuse Corporate Sustainability Due Diligence Directive et évidemment de ses enjeux opérationnels pour les entreprises. Donc cette CS3D, elle va venir remplacer la loi française sur le devoir de vigilance. Certains se demandent peut-être si on va aussi parler de CSRD aujourd'hui. Eh bien, je rassure tout le monde, oui, nous allons aussi parler de CSRD aujourd'hui. Donc, vous êtes très, très nombreux à vous être connectés aujourd'hui, ce qui montre bien tout l'intérêt de ce sujet. Et donc, comme vous le savez, fin mai, le Conseil de l'UE a officiellement adopté cette CS3D après de nombreuses négociations avec le Parlement européen. Donc, elle devrait être prochainement publiée au journal officiel. Alors, quelles sont les conséquences de cette CS3D? Donc, elle impose de nouvelles règles aux entreprises européennes, mais aussi à certaines entreprises non européennes. C'est comme la CSRD, vous voyez, il y a une dimension extraterritoriale à cette réglementation. Et donc, ces nouvelles règles, nous le verrons, elles portent sur différents objectifs. Notamment, il s'agit avant tout d'identifier, de prévenir, de réparer les atteintes aux droits humains et à l'environnement via une approche fondée sur le pilotage des risques. Et donc, cette CS3D, elle sera applicable de manière progressive à compter de 2027. Et donc, c'est important, comme pour la CSRD, de s'y intéresser dès à présent afin d'anticiper les grands changements qu'elle va introduire. Donc, dans le contexte politique actuel en France, on peut se poser pas mal de questions, notamment sur la mise en place des nouvelles réglementations et notamment du coup sur le sujet de la transposition de ce texte en France. Donc, cette transposition, elle aura lieu dans 2 ans en théorie, donc mi-2026. À noter quand même sur ce sujet de transposition qu'on va le suivre de près et que dans ces aspects de transposition, il y a quand même peu d'options ou de modalités à la main des États membres, mais que la directive, et ça il faut le retenir, elle autorise la réglementation nationale à être plus stricte. C'est écrit dans la directive et notamment concernant le champ d'application, les domaines couverts et les définitions. Donc il reste quand même pas mal d'incertitudes avec l'attente de cette transposition. Et également à noter que la Commission européenne va publier des lignes directrices pour aider les entreprises à mettre en œuvre en pratique cette CS3D. Voilà. Donc, si on passe à l'agenda de ce webcast, vous verrez qu'on a un programme très riche avec une première partie avec un rappel sur le devoir de vigilance français et dans quel contexte cette loi a été adoptée. On aura une deuxième partie avec un décryptage des principales dispositions de cette CS3D, donc quel est son scope, quelles sont les principales obligations qu'elle introduit, quel est le calendrier d'application prévu. Et nous verrons également l'articulation, les synergies entre les deux directives, la CS3D et la CSRD. Et donc les principales différences entre la CS3D et le devoir de vigilance français. Et enfin, nous aurons une troisième partie avec les enjeux opérationnels des entreprises. Et donc, dans ce cadre, on va pouvoir passer au slide suivant. Pour ce webcast, on a le grand plaisir d'être accompagné d'Anaïs Suzeau, qui est responsable des droits humains, devoir de vigilance chez Engie, et de Guillaume Schebel, qui est le coordinateur devoir de vigilance chez Schneider Electric. Donc, ils vont partager avec nous, évidemment, leur expérience sur la mise en œuvre de la loi française sur le devoir de vigilance et évidemment aussi leur vision des enjeux opérationnels de cette CS3D pour leur entreprise. On aura également à nos côtés toute notre équipe d'experts PwC que je vous présenterai au fur et à mesure de l'événement. Et donc, une dernière précision, vous avez la possibilité de poser vos questions dans le chat et nous avons prévu de terminer ce webcast vers 10h15, 10h30 environ. Voilà, donc je vais laisser la parole à Clémence et à Eva pour un rappel sur le contexte de l'adoption de la loi française sur le devoir de vigilance et donc pour faire également le bilan de son application. Donc Eva, c'est à toi. Merci beaucoup, Anne. Alors, pour introduire ce webcast, il nous semblait important de rappeler que la loi française, comme la plupart des réglementations relatives aux devoirs de vigilance et aux droits humains, s'inscrivent dans un cadre normatif de droit souple qui est développé aujourd'hui au niveau d'institutions internationales. C'est vraiment intéressant de bien l'avoir en tête tout au long de ce webcast, puisque les normes de droit souple constituent de véritables clés de lecture et d'interprétation de la réglementation au niveau international. Ce cadre normatif de droit souple a commencé à considérablement se formaliser à partir du XXe siècle et continue de développer aujourd'hui.
On a bien deux types de normes de droit souple, les textes qui sont liés à la définition des droits humains et environnementaux universellement reconnus, et les textes liés à la formalisation de dispositifs de vigilance, notamment issus de l'ONU et de l'OCDE, qui ont coexisté pendant un certain temps et qui se sont harmonisés au début des années 2000. Donc, jusqu'au début des années 2000, ce cadre juridique n'était pas encore inscrit dans le droit positif et il n'y avait pas ou peu de cadres réglementaires pour reconnaître la responsabilité élargie d'une société mère. Au début des années 2000, on observe vraiment un tournant avec un mouvement d'inscription des principes de soft law liés au devoir de vigilance dans le droit positif. Aujourd'hui encore, le droit souple inspire le droit dur puisque les normes sont développées dans la même philosophie, c'est-à-dire que le devoir de vigilance ne peut pas se réduire à une checklist d'obligations réglementaires, et c'est notamment ce qui est rappelé, on le verra, dans le rapport d'information sur la loi de 2022. Vous avez ici un petit panorama donc, des cadres réglementaires qui ont été adoptés à partir du milieu des années 2000, conformément à ce mouvement, à ce tournant d'inscription dans le droit dur. C'est intéressant de noter que certaines réglementations portent sur certains risques spécifiques, compris dans le champ du devoir de vigilance, comme le travail forcé, le travail des enfants et la déforestation, alors que d'autres, comme la loi française, adressent le devoir de vigilance en termes de principes sur un nombre de sujets, toute l'étendue des sujets possibles. Toutes ces réglementations qui se sont développées reposent encore une fois en grande majorité sur les mêmes cadres normatifs de soft law, donc ONU, OCDE. Maintenant, revenons sur le contenu détaillé de la loi française. Donc, c'est une réglementation qui a été définie à partir de seuils fondés sur le nombre de salariés et qui varie selon si le siège social est situé en France ou à l'étranger. Donc, la loi française concerne aussi les entreprises non françaises qui opèrent en France et qui dépassent ces seuils. Il y a un petit point d'attention qui subsiste quand même concernant l'intégration aujourd'hui de certaines formes juridiques. Donc, on a notamment un flou concernant l'intégration des formes SAS et d'autres sont aujourd'hui exclus en raison de la structure du Code du commerce à laquelle est rattachée la loi, donc les SARL et les SNC. Le devoir de vigilance concerne aujourd'hui en France les impacts qui sont liés aux activités propres de l'entreprise, donc la société mère et ses filiales, mais aussi ceux qui sont liés aux acteurs qui font l'objet d'une relation commerciale établie, donc directe ou indirecte selon l'esprit originel de la loi, même s'il y a aujourd'hui débat. La loi couvre 3 buts monomentaux, selon l'expression consacrée, qui sont en réalité intrinsèquement liés. Donc, on a les droits humains et libertés fondamentales, la santé et sécurité des personnes et l'environnement. En cas de non-respect du devoir de vigilance, suite à une mise en demeure, on a 2 types d'actions possibles pour saisir le juge. Donc l'action en injonction, qui consiste à demander à un juge d'obliger une entreprise à modifier son plan de vigilance, et l'action en responsabilité civile, qui peut conduire à une obligation de réparer le dommage. Le plan de vigilance doit, lui, être publié dans le rapport de gestion. Si on passe maintenant au petit retour d'expérience concernant la loi qui a été adoptée en France en 2017, on a vu émerger ces dernières années un constat partagé sur les limites de cette loi. Le retour général se résume en un manque de précision, notamment en l'absence de décret d'application, en particulier concernant le périmètre de la cartographie des risques, la notion de relation commerciale établie, directe ou indirecte, les attendus liés à l'implication des parties prenantes et les attendus en matière de mécanismes d'alerte. Comme évoqué en introduction, le rapport d'information sur la loi, sur l'évaluation de la loi de 2022, rappelle que pour ces nombreuses limites pointées du doigt, les référentiels de soft law qui ont inspiré la loi proposent déjà beaucoup de guidelines et que beaucoup d'entreprises s'en inspirent déjà. La philosophie générale, comme le rappelle le rapport de la loi, est de s'affranchir d'une approche qui serait une approche de checklist, en déployant une démarche pertinente et qui est adaptée aux enjeux de chaque entreprise soumise. C'est en ça, en quelque sorte, que ce flou ne serait pas si problématique ou peut-être voulu. Les décisions La Poste et Sud PPT apportent déjà quelques éléments de réponse qui sont largement inspirés des démarches déployées dans le contexte de la CSRD et CS3D, qui s'inspirent des mêmes principes de soft law elles-mêmes. Et les organisations qui travaillent, de la société civile qui travaillent sur les enjeux et contentieux devoirs de vigilance ont pris position sur cette limite pour renforcer la réglementation française, en s'appuyant sur ce retour d'expérience depuis 2017.
Si on fait un petit focus sur 3 de leurs demandes, donc la société civile demande de renforcer l'intégration des parties prenantes et clarifier ce qui est attendu dans la loi française en matière d'intégration. Donc, c'est-à-dire clarifier et élargir les modalités de dialogue avec les parties prenantes au-delà de l'élaboration du plan de vigilance et du mécanisme d'alerte afin de réduire les risques pour que le tout ne soit pas traité comme un exercice de checklist, justement. La deuxième demande concerne les obligations de prévention des dommages qui sont aujourd'hui insuffisamment couvertes selon certaines organisations de la société civile, puisque peu d'entreprises distinguent aujourd'hui dans leur plan l'atténuation des risques et la prévention des atteintes graves, alors que c'est précisément la philosophie du devoir de vigilance. Et enfin, les obligations de réparation des dommages qui sont, selon certaines organisations de la société civile, insuffisamment mises en lumière dans les plans à date, alors que ces mesures couvrent bien aussi les mécanismes de réparation extrajudiciaire. Je passe maintenant la parole à Clémence pour évoquer les éléments qui ont notamment renforcé le cadre juridique depuis la loi de 2017. Oui, merci. Donc, face aux limites de la réglementation actuelle, et on vient de les évoquer, on constate que le cadre juridique français va se structurer. Juste pour rappel un peu les dates clés, les dates jalons, en 2013, l'effondrement de l'immeuble du Rana Plaza au Bangladesh a mis en lumière, quelque part, la responsabilité de ces entreprises vis-à-vis de leurs fournisseurs et de sous-traitants. Et d'ailleurs, avec le recul du temps, cet événement apparaît clairement comme l'acte de naissance du devoir de vigilance. En revanche, il faudra attendre mars 2017 pour que la loi française soit adoptée. À l'époque, il s'agit d'une loi pionnière. C'est d'ailleurs la première fois qu'une loi va remettre en cause le principe de l'autonomie de la personnalité juridique et qu'elle va créer une obligation juridiquement contraignante des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre vis-à-vis des activités de leurs filiales et de leur chaîne de valeur, à la fois en France et à l'international. Ensuite, premier tournant avec l'affaire de la Poste Sud PPT et la décision du tribunal judiciaire de Paris. Cette décision, elle va préciser l'importance centrale de la cartographie des risques et d'ailleurs du lien avec les domaines de vigilance prioritaires. Elle va aussi confirmer l'intégration des principes directeurs de l'OCDE comme référence d'interprétation et elle ouvre également le débat sur la nature du pouvoir d'injonction dont va disposer le juge. Donc, c'est une décision qui est assez structurante en termes de jurisprudence. Plus récemment encore, donc début 2024, on a la création d'une chambre des contentieux émergents à la Cour d'appel de Paris, chambre qui va statuer en appel sur les décisions rendues par le tribunal judiciaire, ainsi que sur les litiges portant sur la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises. Donc ici, c'est les litiges en lien avec les rapports de durabilité de la CSRD. Et enfin, en juin, donc vraiment très récemment, on a les premières décisions sur la recevabilité de certains litiges climatiques et également sur la compétence à agir de certains acteurs, comme les collectivités locales, qui du coup vont ouvrir la porte à de premières décisions sur le fond. Donc on voit qu'on est vraiment à un moment un peu tournant dans lequel la jurisprudence est venue pallier le manque de décrets d'application. Et donc, et je passe la parole. Donc, merci Clémence. Donc, on se rend quand même compte que c'est un sujet qui est de plus en plus présent. On a des sites qui font des listes des affaires en cours avec des ONG qui suivent ça de près. Moi, je voudrais revenir sur ce sujet de jurisprudence et tu as évoqué que du coup, on avait des décisions qui avaient été prises sur la forme et que là, la porte était ouverte sur les décisions sur le fond. Je pense que c'est un point très important. Donc, je vais me tourner vers Eric. Eric, d'un point de vue juridique, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelles sont les conséquences qui sont liées à la création de cette chambre spécialisée et quelle est la portée surtout des derniers arrêts qu'a mentionné Clémence, s'il te plaît? Merci beaucoup, Anne. Merci, Clémence. Oui, alors tout à fait. Alors, la création de cette chambre dite 5-12 au sein de la Cour d'appel, en fait, elle fait suite à un constat. Il y a eu beaucoup de jurisprudence jusqu'en 2023, jurisprudence qui commence un peu à s'étioler face au flottement, aux errances des juges pour trancher. Et donc, en fait, on a eu pour l'instant que des jurisprudences qui traitent de la forme, de la procédure, et on n'a aucune décision sur le fond.
Alors, Eva l'a souligné, il n'y a pas de décret d'application et surtout, effectivement, les textes sont très, très imprécis. Et donc, on a eu des décisions pour l'instant relativement décevantes du tribunal judiciaire de Paris, décisions qui ne sont pas vraiment fondées sur le droit et qui ont été, d'une manière générale, assez largement critiquées. Et donc, à partir de janvier 2024, il a été décidé en fait de mettre en place cette chambre dédiée aux contentieux émergents en charge des litiges sur le devoir de vigilance et la responsabilité écologique. Et l'idée étant de trancher ces controverses procédurales en permettant de statuer en appel d'abord sur les décisions rendues par le tribunal judiciaire de Paris, mais également sur les litiges sur la publication d'informations en matière de durabilité au titre de la nouvelle directive CS3D. Alors, pourquoi cette chambre? Parce qu'on s'est rendu compte, hormis l'imprécision du texte français sur le devoir de vigilance, qu'il s'agissait en fait d'une matière éminemment protéiforme. On parle bien de contentieux émergents, mais ils sont surtout des contentieux complexes et protéiformes et qui nécessitent une approche transversale et systémique du sujet. Et donc, l'idée est de rassembler des magistrats qui ont des compétences transversales et qui sont rattachés à différentes branches du droit, que ce soit le droit social, le droit environnemental, le droit public, la gouvernance. Et l'idée, en fait, qui sous-tend la mise en place de cette chambre, c'est de donner une plus grande prévisibilité de la jurisprudence et mettre fin aux débats et aux errements procéduraux pour enfin se consacrer au fond. Alors, la Chambre a commencé à travailler en mars 2024, donc c'est assez récent, sur trois actions en responsabilité qui mettaient face à face des ONG avec des groupes français. Et les ONG avaient été déboutées, leur action avait été déclarée irrecevable par le tribunal judiciaire de Paris en première instance. Et donc, il y a eu un appel qui a été rendu le 18 juin 2024 et qui a pour intérêt de poser enfin des règles claires qui devraient, si tout va bien, accélérer les procédures en diminuant les opportunités finalement pour les entreprises de soulever des fins de non-recevoir basées sur la procédure. Alors, s'il fallait identifier des points saillants dégagés par les 3 arrêts du 18 juin, le premier, c'est que la Cour d'appel rappelle que la mise en demeure exigée par la loi est un préalable prescrit à peine d'irrecevabilité de l'action. Donc, cette mise en demeure est absolument incontournable. Elle doit identifier de façon claire les manquements qui sont reprochés à l'entreprise et comporter une interpellation suffisante afin que la société mise en cause puisse se mettre en conformité dans un délai de 3 mois. Après avoir rappelé ce caractère obligatoire de la mise en demeure, la Cour d'appel introduit un petit peu de souplesse et juge que si en substance la mise en demeure doit concerner les mêmes obligations que celles de l'assignation, il n'est pas indispensable en revanche que l'assignation en justice et la mise en demeure visent le même plan de vigilance. Enfin, dans les 3 autres points, la Cour d'appel précise que toute personne justifiant un intérêt à agir après qu'une mise en demeure a été délivrée peut agir en justice, peu importe que cette personne ne soit pas elle-même l'auteur de la mise en demeure. S'agissant des collectivités locales, effectivement, Clémence en a parlé tout à l'heure, le juge rappelle que la compétence doit être circonscrite au territoire que les collectivités territoriales administrent, c'est-à-dire il faut qu'elles démontrent un intérêt public local et donc un intérêt public global ne suffirait pas et ne leur conférerait pas un droit à agir. Et enfin, pour terminer, la Cour d'appel a confirmé l'irrecevabilité d'une action qui serait dirigée contre une filiale de la société mère. Voilà, du coup, on y voit un petit peu plus clair. On avait noté dans les premières jurisprudences du tribunal judiciaire une sorte d'errement des juges qui avaient finalement un petit peu botté en touche
ils avaient insisté sur le fait que les parties prenantes, les ONG et les entreprises devaient instituer un dialogue autour du plan de vigilance et finalement co-construire. Voilà, c'est une façon un petit peu déguisée de refiler la patate chaude aux parties prenantes. Et donc, pour le coup, les 3 arrêts de la Cour d'appel viennent clarifier les choses. Et on attend maintenant les premières décisions sur le fond. Merci beaucoup, Eric. On voit bien toute la complexité du sujet et surtout, on prend conscience que cette appropriation du devoir de vigilance est très progressive et qu'on y va étape par étape. Alors justement, sur ce sujet de progressivité, Eva, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Oui, alors pour conclure cette partie, on peut donc conclure sur ce petit retour d'expérience en faisant un point sur les contentieux en date. Donc, il est intéressant de noter qu'on a presque entre 25 et 30 contentieux aujourd'hui avec 12 assignations en justice et que ces contentieux concernent les 3 piliers de la loi. Ils touchent aussi des détenteurs de droits qui sont très variés, donc pas uniquement les travailleurs des opérations propres ou de la chaîne de valeur, mais également les parties prenantes avec qui il n'y a pas de relation contractuelle, les communautés locales par exemple, l'environnement ou les générations futures dans le cadre des contentieux climatiques. Les violations alléguées touchent aussi bien les groupes eux-mêmes que les filiales, aussi les participations par exemple dans le cas des organisations financières, les sous-traitants, les fournisseurs et les clients. Il y a aussi à noter des processus de médiation judiciaire en cours qui posent d'ailleurs aujourd'hui la question du besoin de dialogue parties prenantes préventif, en particulier dans le contexte d'une loi aux formulations larges qui donne lieu à des interprétations divergentes entre société civile et entreprises. Alors même justement que les juges saisis étaient jusque-là assez peu spécialisés, comme l'a rappelé Eric, et ça rendait une interprétation plutôt difficile de leur part. Mais donc, normalement, la CS3V va permettre de clarifier un certain nombre de points. Super. Merci beaucoup, Eva. Merci à toute l'équipe. Donc, on voit bien que ce n'est pas un sujet nouveau, qu'on a tout un historique sur lequel on va pouvoir capitaliser avec ce devoir de vigilance français. C'est d'ailleurs lui, entre autres, qui a inspiré cette nouvelle directive européenne. On va maintenant se tourner vers Anaïs, qui, je le rappelle, est responsable des droits humains et devoirs de vigilance chez Engie. Donc, Anaïs, est-ce que vous pourriez nous partager votre retour d'expérience sur, la démarche devoir de vigilance chez Engie et notamment concernant la gouvernance du plan de vigilance et les partis pris d'Engie pour opérationnaliser la démarche? Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, pour répondre à la première question, je peux effectivement vous décrire quelle est l'organisation et la gouvernance qui a été choisie chez Engie. Donc, chez Engie, dès l'adoption de la loi sur le devoir de vigilance de 2017, a été constitué un comité vigilance visant donc à organiser les différentes directions en charge des différents sujets de vigilance au sein de l'entreprise. Il a été fait le choix d'organiser le plan de vigilance d'Engie autour de 4 démarches. Une démarche droits humains, donc qui est portée par la direction juridique, éthique et compliance, à laquelle je fais partie. Une démarche environnementale et sociétale, portée par notre direction ESG. Une démarche santé, sécurité, sûreté, portée par les directions donc, de santé, sécurité, sûreté. Et une démarche achat, portée par la direction des achats. Et autour de ces 4 démarches, il a été fait le choix de confier le pilotage du plan de vigilance à la direction juridique, éthique et compliance. Donc ça, c'était très important pour Engie de faire ce choix-là parce que donc la loi sur le devoir de vigilance ayant créé une nouvelle responsabilité juridique pour les grands groupes, pour nous, c'était vraiment un parti pris et très important de confier ce pilotage à la direction juridique, éthique et compliance, et voir ce sujet comme un sujet de responsabilité juridique et aussi d'anticipation des risques juridiques. Donc, la direction juridique, éthique et compliance chez Engie, elle est directement placée sous le secrétariat général. Donc, on a vraiment une gouvernance dédiée pour le plan de vigilance et une gouvernance au plus haut niveau de l'entreprise. Et confier ce pilotage à la direction juridique, éthique et compliance, ça nous permet également de nous reposer sur tout notre réseau juridique, éthique et compliance pour le déploiement
donc du plan de vigilance d'Engie. Et donc, cette filière juridique, éthique et compliance est responsable de s'assurer du bon déploiement du plan de vigilance en local. Et donc, leur mission, c'est notamment de s'assurer qu'il y ait des présentations au niveau des CODIR des entités, partout dans le monde, des filiales directes et indirectes d'Engie, partout dans le monde. Donc, des présentations en CODIR du plan de vigilance du groupe, des obligations de la loi, et maintenant, depuis quelques années, de leurs risques identifiés et plans d'action autour des sujets de devoir de vigilance. Deuxièmement, ils ont également pour mission de présenter ces sujets donc, aux IRP ou, s'il n'y en a pas, de créer un dialogue social local autour des sujets de vigilance. Et ils ont aussi donc pour mission d'organiser une coordination entre les filières en charge des différents sujets de vigilance en local. Donc avec la santé-sécurité, avec la sûreté, les RH, les achats, la RSE. Il y a vraiment cette action de coordination que l'on fait au niveau groupe, nous, dans le cadre du comité de vigilance, mais qui est nécessaire donc également en local et donc voilà. Et donc cette mission confiée à l'éthique et la compliance a pour objectif de pouvoir assurer un bon déploiement du plan de vigilance en local. Il y a aussi donc un reporting annuel qui est réalisé par la filière donc juridique, éthique et compliance. Par le biais du rapport de conformité éthique annuel où on les interroge précisément donc des questions quantitatives, qualitatives sur leur déploiement à la fois de la politique droits humains et à la fois du plan de vigilance. Sachant que pour les autres démarches, par exemple la démarche RSE a ses propres systèmes de reporting, la filière santé-sécurité également, etc. Sur la deuxième question, donc les partis pris d'Engie pour opérationnaliser la démarche. Donc nous très tôt, on a vu la nécessité donc d'assurer une opérationnalisation effective au niveau des entités des démarches de vigilance. Donc ça c'est quelque chose sur lequel on a vraiment insisté parce que évidemment l'effectivité d'un plan de vigilance va se mesurer à notre capacité à le mettre en œuvre vraiment en local au niveau des entités. Comment on fait pour ça? Donc, si je prends l'exemple de la démarche droits humains, en application de la politique droits humains du groupe, les entités ont l'obligation de réaliser une analyse annuelle de leurs risques droits humains. On leur donne des outils à leur disposition pour réaliser cette analyse de risque annuelle. L'outil, c'est notamment donc, un tableau d'analyse des risques qui prend en compte les facteurs de risque importants pour Engie par rapport donc, à ses activités, également à sa présence géographique. Engie a surtout des activités en France, mais on est aussi présent en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, aussi sur la zone Afrique, Moyen-Orient, Asie, et également donc en Europe ailleurs qu'en France. Et donc pour Engie, entreprise énergétique, entreprise industrielle, on a bien évidemment des enjeux donc liés au pays d'implantation. On a des risques liés donc aux travailleurs, par exemple sur les chantiers de construction, des risques liés aux communautés locales autour de nos sites industriels, des enjeux liés aux forces de sécurité qui pourraient être utilisées pour protéger les employés ou les sites. Voilà, donc on a ce type d'enjeux et bien sûr on a tous les enjeux liés à notre chaîne d'approvisionnement et à nos partenaires commerciaux. Donc voilà, on a ce type d'enjeux. Donc on a cette analyse annuelle des risques qui doit être faite en local dans chacune des entités et on demande également qu'une analyse des risques soit faite avant tout projet ou toute nouvelle activité. Et donc, pour cela, en fait, on a des outils qui sont dédiés pour les droits humains et donc pour les autres directions, on va avoir des outils d'analyse des risques RSE ou des analyses de risques santé-sécurité, etc. Et donc, le business developer doit, dans le cadre donc, de la création de son projet, respecter toutes ces exigences en termes d'analyse des risques autour de ce projet. Pour opérationnaliser la démarche, je dirais qu'il y a un gros enjeu également de sensibilisation, évidemment, et de formation. Donc, chez Engie, on a créé assez tôt une formation droits humains d'1 heure et demie en présentiel,
que l'on fait via Teams en français et en anglais, mais qui est vraiment donc interactive et en présence des personnes. Donc cette formation droits humains, elle a pour but d'initier en fait les personnes à ce que c'est, ce qu'on entend par droits humains, quels sont les enjeux en fait des entreprises et même d'Engie au regard des droits humains. Et également, on aborde le sujet devoir de vigilance et on explique toute cette démarche droits humains du groupe avec ses analyses de risque, quels outils sont mis à disposition pour donc déterminer des plans d'action en fonction des risques identifiés, prioriser les risques, etc. On a également un e-learning droits humains, donc qui est accessible pour tout le groupe. Et cette année, on a fait un webinaire sur le devoir de vigilance, que l'on a ouvert à toutes les filières concernées par le devoir de vigilance, donc la RSE, la santé sécurité, sûreté, les achats et les RH notamment. Je ne sais pas s'il me reste encore, excusez-moi, 1 ou 2 minutes pour présenter peut-être Anne. Alors peut-être que oui, excusez-moi, comme je n'étais pas affichée à l'écran, vous ne m'entendiez pas, mais bien sûr, allez-y, Anaïs. D'accord. Donc, pour assurer l'effectivité de la démarche, on a également un système évidemment de contrôle pour s'assurer de l'effectivité de la démarche. Donc, on a intégré dans le contrôle interne d'Engie des points de contrôle sur les différents sujets de vigilance. Donc, pour la démarche droits humains, on a un point de contrôle dédié pour s'assurer de la bonne application de la politique droits humains. On a également un point de contrôle dédié sur le déploiement du plan de vigilance. Et il y a donc également des points de contrôle pour les démarches, la démarche environnementale, sociétale, santé, sécurité, sûreté et les achats. Et donc ce système de contrôle interne nous permet vraiment de suivre l'opérationnalisation de ces démarches, qui passe donc par l'application en local des politiques groupes. Et donc, à cela s'ajoute, j'ai déjà mentionné plus tôt, ce reporting, ce reporting de conformité éthique annuelle, qui nous permet, nous, Direction juridique, éthique et compliance, de suivre le bon déploiement des politiques d'éthique et de conformité. Et donc, il y a des points des questions quantitatives, qualitatives sur le déploiement du plan de vigilance et sur le déploiement de la politique droits humains. On demande, par exemple, est-ce que tous les dossiers que vous avez passés en comité d'investissement ont fait l'objet d'une analyse de risques droits humains? Est-ce que des risques ont été identifiés? Si des risques ont été identifiés, quel plan d'action avait mis en place, etc. Et en fait, les questions que l'on pose dans le cadre de ce reporting, ça permet aussi de montrer l'importance de ces sujets aux entités. Donc, évidemment, si elles répondent à une question « non, je ne l'ai pas fait », ça suppose que l'entité doit mettre en place un plan d'action pour y remédier et le mettre en place. Donc, c'est un bon outil aussi de mise en œuvre de la démarche. Merci beaucoup Anaïs pour ce retour d'expérience. Alors, on voit bien évidemment que vous ne partez pas de zéro. Je pense qu'on va revenir tout à l'heure dans vos interventions avec Guillaume et avec votre deuxième intervention sur le sujet de comment est-ce qu'on passe de ce qui est fait aujourd'hui à ce que vous allez faire demain avec votre vision opérationnelle des choses. Et notamment, si je reprends l'expression de Guillaume, qu'est-ce que c'est que le devoir de vigilance 2.0 ? Donc voilà, on y revient tout à l'heure. En attendant, on va rentrer dans le vif du sujet de la présentation de la CS3D. Alors évidemment, tout le monde l'attendait. On va redescendre un petit peu l'ensemble des modalités et des grands principes de cette directive. Donc Clémence, je vais te laisser la parole sur la suite. Voilà. Oui, donc juste pour redonner quelques éléments de contexte. En réponse à la multiplication des cadres réglementaires nationaux sur le devoir de vigilance, que ce soit en Allemagne, que ce soit aux Pays-Bas, mais également à l'international, on a au Canada ou même aux États-Unis, on assiste en parallèle à une volonté d'harmonisation de ces réglementations au niveau européen.
Cette volonté d'harmonisation, elle va s'inscrire dans le Green Deal européen et elle vise à renforcer à la fois la performance des entreprises, elle vise aussi à réduire la concurrence entre les États sur les sujets sociaux et environnementaux, et elle vise aussi à permettre une harmonisation de ces pratiques. Et quelque part, la CSRD, elle vient elle aussi compléter les réglementations européennes, que ce soit sur la finance durable, donc la SFDR, la réglementation taxonomie et bien sûr la CSRD. Donc ça, c'était juste pour rappeler ce contexte au niveau européen d'harmonisation. Sur cette slide, on vous propose un rappel sur le lien entre CSRD et CS3D. Anne l'avait dit en introduction, l'objectif n'est pas de refaire un cours sur la CSRD, mais juste de comprendre quels sont les points de convergence ou de complémentarité entre ces deux réglementations européennes, parce qu'elles sont bien complémentaires. CSRD et CS3D, et Eva le mentionnait aussi, elles sont deux réglementations qui sont inspirées des mêmes référentiels internationaux de l'ONU et de l'OCDE. Et si dans le fond, elles partagent un objectif commun, qui est de renforcer l'intégration des sujets de durabilité dans les stratégies d'entreprise, en revanche, elles n'ont pas exactement la même ambition. D'un côté, on va avoir la CSRD, sur le reporting de durabilité, qui vise à renforcer la transparence, la comparabilité, l'opposabilité des informations de durabilité. Et donc, c'est avant tout une obligation de publication, une obligation de communication et un devoir de dire et de rendre compte des engagements sur les sujets de durabilité. De l'autre, et on va rentrer dans le détail, on a la CS3D qui, elle, constitue une nouvelle obligation pour les entreprises d'agir pour éviter les incidences négatives liées à ses activités et à celles de sa chaîne de valeur, et donc qui constitue un devoir d'agir et un devoir de faire. Et on verra que ça se traduit avec un process qui est le même, l'ambition n'est pas exactement la même. Hop. Voilà. Pour continuer, j'ai envie de dire le parallèle avec la CSRD, on voulait sur cette slide préciser peut-être 2 points avec vous. Le premier, le périmètre des sujets de durabilité qui est le même. C'est-à-dire, on vous a remis les 10 thématiques des normes ESRS qui sont également des catégories de risques à prendre en considération dans l'analyse des risques sur le devoir de vigilance. En revanche, dans la CS3D, on se concentrera que sur les impacts négatifs de la CSRD. Les risques et les opportunités de la matérialité financière, ils sont, eux, exclus du périmètre du devoir de vigilance. Pour rappel, dans les principes de devoir de vigilance, le vrai changement de paradigme, c'est qu'on ne regarde que les risques que fait courir l'entreprise aux personnes et à l'environnement. On ne prend pas les risques, entre guillemets, pour l'entreprise. Et deuxième point qui nous semblait intéressant à soulever, c'est sur la structure des normes ESRS, et on y reviendra après, qui se fondent sur les processus de vigilance. Quand on dit structure des ESRS, on pense aux 4 couches d'analyse des normes ESRS, c'est-à-dire la gouvernance, l'intégration à la stratégie et au business model, la gestion des impacts, risques et opportunités, et le suivi et le pilotage. Et en fait, ça s'explique parce que, comme on l'a déjà dit, CSRD et devoir de vigilance s'inspirent donc de ces mêmes référentiels et s'organisent et se structurent sur les mêmes process. Donc, c'est un point qui nous semblait important de rappeler parce que ça va aussi donner un sens aux informations qu'on vous demande ensuite et sur lesquelles on va revenir. Et Anne, je te repasse la parole pour la présentation des principales dispositions. Alors, effectivement, vous allez voir, on a prévu juste après un slide qui récapitule l'ensemble des grandes clauses de la directive. Il y a quand même une question qu'on nous pose très régulièrement, qui est comment est-ce que ça va fonctionner cette histoire de CS3D avec le plan de vigilance, avec la CSRD, comment ça fonctionne? Donc, très basiquement, avant la CS3D, on a de toute manière, pour beaucoup d'entreprises qui sont en vague 1 de la CSRD, une application du Sustainability Statement dès ce reporting FI 24 qui sera publié en 2025. Et donc, ce reporting de durabilité CSRD ESRS, il va demander beaucoup de choses sur les éléments de due diligence. Et donc, il va complètement incorporer beaucoup d'informations. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a
quand même le plan de vigilance pour les entreprises qui appliquent le devoir de vigilance en ce moment en France et comment ça va fonctionner ce reporting de durabilité vis-à-vis de ce plan de vigilance qui va perdurer jusqu'à l'application de la CS3D. Alors, tout simplement, c'est déjà la pratique aujourd'hui. Il y a déjà pas mal de renvois du plan de vigilance vers la DPEF aujourd'hui et il y aura, et c'est autorisé, et on le reverra tout à l'heure avec Axel, du coup, des renvois du plan de vigilance vers ce nouveau reporting de durabilité, Sustainability Statement, selon les ESRS et la CSRD. Et donc, avec la CS3D, c'est écrit dans la directive, c'est le reporting de durabilité CSRD qui va être le réceptacle, pour parler franchement, qui va être le réceptacle du reporting de la CS3D. Et ça, c'est pareil, on y reviendra tout à l'heure avec Axel. Il y a un seul reporting qui est prévu. Et donc, se posent en ce moment par les opérationnels des questions de est-ce que ce reporting de durabilité CSRD, il aura la granularité suffisante pour adresser les exigences de la CS3D, mais en tout cas, c'est bien ce qui est prévu. Voilà. Donc, on vous a mis un slide après que je ne vais pas détailler pour l'instant, mais vous voyez bien avec les flèches que du coup, on a toute une période où on applique la CSRD, où la CS3D n'est pas encore en place et où du coup, il y aura bien un moment où on appliquera et ce plan de vigilance et ce reporting CSRD. Voilà. Et donc, maintenant, pour en venir aux principales dispositions de cette CS3D, on peut aller sur le slide suivant. Donc là, je vais faire un overview très rapide et ensuite, je vais laisser la parole à Axel. Donc, qu'est-ce qu'on a comme disposition ? Moi, j'aime bien savoir qui, quoi, comment. Donc, le qui, c'est qu'on va avoir un scope plus élargi par rapport à la loi française, avec notamment des nouvelles formes juridiques visées, notamment les SARL, les SNC. Et attention, je l'ai déjà dit, comme pour la CSRD, on a une dimension extraterritoriale avec un scope élargi aux entreprises non européennes qui ont une activité dans l'UE. On va y revenir. On reviendra ensuite également sur les seuils en détail, mais retenez globalement, c'est un peu, c'est grossier parce que c'est bien plus précis que ça et Axel va le détailler, mais retenez notamment un seuil de 450 millions d'euros de chiffre d'affaires et 1000 employés et on va revenir dans les détails. Donc, l'objectif, c'est quoi ? Donc, le quoi ? Donc, on a un objectif de renforcer évidemment la protection des droits humains et de l'environnement en Europe et dans le monde. On a aussi des obligations de devoir de vigilance qui vont s'exercer sur les activités propres de l'entreprise, mais y compris sur celles de ses filiales et y compris sur les opérations de ses partenaires commerciaux. Attention parce qu'il y a une notion de chaîne d'activité que Axel va très bien décrire et donc il y aura une différence entre l'amont et l'aval. Voilà. On va avoir du coup évidemment un rôle renforcé des parties prenantes, une liste des obligations de due diligence. On va avoir aussi une obligation d'adopter et de mettre en œuvre un plan de transition contre le réchauffement climatique. La communication qui est prévue, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est via le reporting de durabilité pour les entreprises qui sont dans le scope de la CSRD. Et du coup, on va avoir des sanctions et une responsabilité civile. Et enfin, on va avoir un calendrier qui va être progressif en fonction des entreprises. Et ça, Axel va l'expliquer. Et donc, si je reviens sur, OK, mais qu'est-ce que c'est que les outputs, franchement, de cette CS3D ? Sur ce que je viens de dire, vous voyez que j'ai fait la synthèse, mais il y a quand même 3 choses qui se dégagent. On va avoir des obligations de devoir de vigilance avec des politiques, une cartographie des risques, des plans d'action, consultation de parties prenantes, donc obligation de devoir de vigilance. Une adoption de mise en œuvre d'un plan de transition et puis évidemment cette communication dans le rapport de durabilité CSRD. Voilà, donc je passe la parole à Axel qui va revenir en détail sur le scope de la CS3D dans un premier temps et sur le reste dans un deuxième temps. Merci Axel. Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, commençons par le scope de la CS3D. Alors ce scope, il va être considérablement élargi par rapport à ce qu'on connaît dans la loi française sur le devoir de vigilance, puisque vont être concernées par la CS3D toutes les entreprises européennes qui auront dépassé pendant 2 exercices consécutifs les 2 critères cumulatifs que vous avez à l'écran, qui sont de 1000 employés dans le monde et un chiffre d'affaires mondial supérieur à 450 millions d'euros. Étant précisé que si l'entreprise au niveau individuel ne dépasse pas ces seuils, mais qu'elle est la société mère ultime d'un groupe et que ce groupe dépasse au niveau consolidé les seuils, alors la société mère ultime sera également dans le scope de la CS3D. Alors,
On peut aller sur la slide suivante. On vous a mis un rappel des seuils prévus par la CSRD. Et comme vous pouvez le constater, les seuils de la CS3D sont nettement plus élevés. Et pour faire une comparaison, donc, pour rappel, la CSRD, elle va s'appliquer à environ 50 000 entreprises européennes, alors que la CS3D, elle devrait s'appliquer à environ 5 400 entreprises européennes. Donc, quasiment 10 fois moins. Donc là, on a vu le scope pour les entreprises européennes. On va voir à présent le scope pour les entreprises non européennes, comme on peut aller là sur la slide suivante. Puisque comme l'a déjà indiqué Anne, la CS3D, de la même manière que la CSRD, elle va avoir un effet extraterritorial et donc elle va s'appliquer à des entreprises non européennes dès lors que ces entreprises génèrent un chiffre d'affaires dans l'Union européenne qui sera supérieur à 450 millions d'euros. Et de la même manière que pour les entreprises européennes, si notre entreprise non européenne est la société mère ultime d'un groupe qui dépasse au niveau consolidé le seuil de 450 millions d'euros, et bien cette entreprise non UE se fera rattraper par la CS3D. Donc ça, c'était pour les seuils. Concernant les formes juridiques qui sont des entreprises qui sont visées par la CS3D. Alors la CS3D, elle va viser notamment toutes les sociétés commerciales. Donc en France, ça va être les SA, les SARL, les SAS, les SCA, les SNC. Donc ça va élargir les formes juridiques qui sont, nous, actuellement visées par le devoir de vigilance, puisque, comme l'avait évoqué Van, où les SARL et SNC ne sont pas dans le scope de la loi sur le devoir de vigilance. Ça va également lever les doutes pour ce qui est de l'application pour les SAS. Seront également visées les entreprises financières, et cela quelle que soit leur forme juridique. Donc, ça va viser les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les entreprises d'assurance, etc. Et vont être exclus, mais de la même manière que pour le dispositif de la CSRD, les FIA et les OPCVM. Et dernière précision, sont également dans le scope de la CS3D les entreprises qui auront conclu des contrats de franchise ou de licence et dont les redevances sont supérieures à 22,5 millions d'euros. Donc là, on va voir, vous avez à l'écran, comment est-ce que les obligations de devoir de vigilance vont s'organiser dans les groupes lorsque la société mère est dans le scope de la CS3D, mais également lorsque ses filiales le sont, puisque à leur niveau individuel, elles dépassent les seuils que l'on a présentés. Alors, contrairement à la loi française sur le devoir de vigilance qui prévoit une exemption automatique pour les filiales qui sont dans le champ d'application de la loi française, la CS3D, elle ne prévoit pas une exemption. Elle prévoit plutôt la possibilité pour la société mère de remplir pour le compte de ses filiales les obligations de devoir de vigilance. Donc, en pratique, ça veut dire qu'il y aura une possibilité d'organiser un pilotage centralisé des obligations de devoir de vigilance au niveau de la société mère. Mais malgré donc cette possibilité pour la société mère donc de remplir les obligations pour le compte de ses filiales, les filiales qui sont également donc dans le scope de la CS3D, elles vont rester soumises aussi à un certain nombre d'obligations que l'on a listées sur le slide. Donc ça va être l'obligation de se conformer à la politique en matière de devoir de vigilance de leur société mère, l'obligation d'intégrer le devoir de vigilance dans toute leur politique et tout leur système de gestion des risques. Et également l'obligation, si nécessaire, de prendre des mesures appropriées pour prévenir, atténuer, mettre fin, réparer les impacts négatifs sur l'environnement et sur les droits humains. Et chose également importante à souligner, c'est que la responsabilité civile de ces filiales, elle pourra être engagée. Donc voilà, là c'était pour les questions du scope. On peut également passer à la slide suivante où on vous a donc fait un rappel du calendrier d'application de la CS3D. Donc, comme l'a déjà mentionné Anne, donc là, les États membres, ils vont avoir 2 ans pour transposer la directive dans leur droit national, une fois que la CS3D aura été publiée au journal officiel de l'Union européenne. Et la CS3D, ensuite, donc, prévoit un calendrier d'application qui se fera en 3 temps en fonction de la taille de l'entreprise. Alors,
il y a encore quelques flous sur l'interprétation des dispositions dans la CS3D sur le calendrier d'application, mais nous, notre compréhension, donc c'est celle que vous avez à l'écran, donc il faudra quand même, c'est un sujet qui est bien à suivre, et notamment au moment de la transposition en droit national, voir effectivement quelles seront les dates définitives retenues. Mais à date, donc on devrait avoir donc une application en 2027 avec une obligation de publication en 2028 pour les plus grandes entreprises, c'est-à-dire donc pour les entreprises européennes donc, qui ont plus de 5000 employés et qui ont réalisé un chiffre d'affaires mondial supérieur à 1500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Les entreprises non européennes sont également soumises à cette date si elles ont généré un chiffre d'affaires dans l'Union européenne supérieur à 1500 millions d'euros. Ensuite, donc, on aura une application dans un deuxième temps en 2028 avec une obligation de publication en 2029 pour les entreprises européennes qui auront plus de 3000 employés et un chiffre d'affaires mondial supérieur à 900 millions d'euros. Même seuil donc pour les entreprises non européennes et donc même date. Et puis enfin, dans un troisième temps, donc en 2029, avec une obligation de publication en 2030 pour les autres entreprises qui sont soumises au scope de la CS3D. Voilà ce que vous pouvez dire pour le calendrier d'application. Alors, on peut passer à présent aux questions de périmètre des obligations qui sont prévues par la CS3D. Donc, la CS3D nous dit que ces obligations, elles devront s'exercer sur les activités propres de l'entreprise, les activités de ses filiales, mais aussi les opérations de ses partenaires commerciaux dans la chaîne d'activité. Alors, pour ce qui est des partenaires commerciaux, on va revenir là-dessus, il faut bien entendre en fait tout ce qui est, sont bien également inclus tous les fournisseurs au-delà du rang 1. Et sur cette notion de partenaires commerciaux, également sur cette notion de chaîne d'activité, mais sur laquelle on va revenir, il y a encore des flous quant à l'interprétation de ces notions. Et donc, là encore, un sujet de transposition à suivre de manière attentive. Alors, je poursuis avec justement donc cette notion de chaîne d'activité qui est différente de la notion de chaîne de valeur que l'on connaît bien, qui est utilisée par la CSRD. On va le voir, en fait, cette notion de chaîne d'activité, en fait, elle va être plus réduite que la notion de chaîne de valeur. Et donc, si on regarde l'amont, déjà, donc de la chaîne d'activité, la CS3D indique qu'il convient de considérer, donc pour l'amont, les activités des partenaires commerciaux directs et indirects en lien avec la production de biens ou la prestation de services, y compris, nous précise la CS3D, la conception, l'extraction, l'approvisionnement, la fabrication, le transport et entreposage et la fourniture de matières premières. Donc là, on ne se cantonne absolument pas aux fournisseurs du rang 1. Tous les acteurs de l'amont, donc sur la chaîne d'activité, sont bien inclus, donc jusqu'à l'extraction des matières premières. Si l'on considère cette fois l'aval, donc là, on va être sur quelque chose de beaucoup plus restreint, puisque là, la CS3D nous indique qu'il faudra considérer les activités, cette fois uniquement des partenaires commerciaux directs. Donc là, on a une exclusion des partenaires commerciaux indirects en lien avec la distribution, le transport et le stockage d'un produit. Donc, à noter que l'utilisation finale du produit et l'étape de fin de vie ont été exclus dans la version définitive de la CS3D. Également, une précision importante à souligner, pour les entreprises financières, la CS3D exclut la totalité de l'aval de la définition de la chaîne d'activité, donc seront exclus les services financiers tels que les dépôts, les prêts et les investissements. Alors là, on vous a juste rappelé, on va passer rapidement, les définitions chaîne d'activité prévues dans la CS3D versus chaîne de valeur dans la CSRD. On va le voir, donc comme on l'a déjà évoqué, la notion de chaîne de valeur, elle est plus large. On vous a rappelé donc cette définition dans l'encadré de droite, deuxième bullet point, une chaîne de valeur englobe les activités, les ressources et relations que l'entreprise utilise et dont elle se sert pour créer ses produits ou services, depuis la conception jusqu'à la livraison, la consommation et la fin de vie. Donc, quelque chose de beaucoup plus large. Alors, on vous a, sur le slide suivant, on a, pour illustrer donc ces différences entre les notions de chaîne de valeur et chaîne d'activité, on a pris l'exemple d'un constructeur automobile. Et comme vous pouvez le constater, les différences, elles vont essentiellement se manifester sur l'aval.
puisque pour ce qui est du transport, donc le transport qui a été confié à une entreprise qui elle-même sous-traite ce transport à un autre intermédiaire, eh bien pour ce qui est de l'aval, en fait, cette étape va être exclue pour ce qui est de la chaîne d'activité, puisque là, on sera face à un partenaire commercial indirect, donc exclu de la chaîne d'activité. Alors même que pour la chaîne de valeur, cette étape, elle est bien comprise dans toute la chaîne de valeur. Idem pour ce qui est de l'utilisation et de la fin de vie, hein, elles sont exclues de la chaîne d'activité, alors qu'on retrouve bien ces étapes dans la chaîne de valeur. Donc, juste une dernière précision donc pour conclure sur cette notion de chaîne de valeur. La CS3D, en fait, elle demeure floue concernant l'inclusion des étapes d'utilisation et de consommation des produits qui sont sur leur inclusion, en fait, lorsque ces étapes, en fait, qui sont explicitement exclues lorsqu'elles se trouvent dans la chaîne d'activité de l'entreprise. Ce qui pourrait effectivement inviter à une démarche consistant à opérer une distinction entre les situations de B2B et de B2C. Donc ça reste un point effectivement à clarifier au moment de la transposition de la CS3D en droit national. Mais par exemple, en France, les risques qui sont liés aux consommateurs sont bien dans le périmètre de la loi française. Et donc, il paraît difficile d'imaginer un retour en arrière sur ces sujets qui portent sur les droits humains et donc inaliénables. Je vais donc passer à présent la parole à Eva qui va nous présenter les différentes obligations du devoir de vigilance et notamment les similitudes et les différences avec le devoir de vigilance français. Merci Axel. Donc en introduction, ce qui est important de retenir toujours suite aux différents éléments rappelés au début du webcast, c'est que la loi française et la CS3D intègrent les mêmes obligations de vigilance parce qu'elles sont inspirées des mêmes cadres de soft law. Donc, il ne va pas y avoir de révolution vraiment majeure pour les entreprises qui étaient déjà bien avancées sur le devoir de vigilance au niveau français et qui vont, qui ont déjà commencé à intégrer ces principes dans leur processus. Comparé à la loi française, la CS3D vient tout de même considérablement préciser les attendus en matière de devoir de vigilance pour chaque point. Un élément nouveau qui est très important, c'est l'obligation de publier et de mettre en œuvre une politique générale du dispositif de vigilance, ce qui n'était pas le cas dans la loi française, et qui doit préciser comment, justement, les principes de vigilance infusent tous les processus et politiques de l'entreprise. Les précisions qui sont apportées par la directive sont perçues par certains acteurs comme un progrès, puisqu'ils permettent d'avoir une vision commune des attendus et un alignement sur l'ambition du texte. Mais d'autres acteurs, et notamment certaines entreprises qui sont les plus avancées dans leur démarche, craignent néanmoins que ça ne renforce la tendance à aborder ces démarches de vigilance via un prisme strict de compliance et que cette tendance à la standardisation pousse quelque part les démarches à une standardisation qui empêche les entreprises d'adopter les dispositifs les plus efficaces, les plus pertinents et correspondant à leurs problématiques propres. Il faut bien rappeler ici que ce n'est pas la philosophie originelle de la directive, qui précise d'ailleurs que la mise en œuvre de certains dispositifs listés n'empêchera pas de voir la responsabilité des entreprises engagées en cas de dommage. Si on passe à la slide suivante et qu'on rentre en détail dans les obligations. Donc, la première obligation de l'article 7 consiste à intégrer le devoir de vigilance dans les politiques et les systèmes de gestion des risques et de mettre en place une politique générale détaillant l'approche en matière de devoir de vigilance. Elle devra notamment contenir un code de conduite qui décrira les règles et principes à suivre dans l'ensemble des entreprises, de ses filiales et par les partenaires commerciaux directs ou indirects. La deuxième obligation concerne la cartographie des risques, c'est-à-dire la cartographie des incidences négatives réelles ou potentielles découlant des activités propres des sociétés concernées, de celles de leurs filiales et de celles de leurs partenaires commerciaux dans la chaîne d'activité. Le point d'attention ici, c'est qu'on officialise que la hiérarchisation des risques attendus doit se fonder sur les critères de gravité et de probabilité, donc les mêmes critères de hiérarchisation que les IRO de la CSRD. La troisième obligation, c'est l'obligation de mettre en œuvre des mesures de prévention et d'atténuation des risques, et lorsque la prévention n'est pas possible, de mettre fin ou réduire les impacts négatifs réels en prenant les mesures appropriées. Le texte liste certaines mesures appropriées, par exemple la mise en œuvre de plans d'action ou de l'obtention de garanties contractuelles, la suspension de relations commerciales et certains investissements financiers ou des améliorations d'infrastructures. Donc c'est assez large.
La quatrième obligation est une obligation de réparer les impacts négatifs réels lorsque l'entreprise les a causés seule, mais aussi conjointement. Et si on passe à la slide suivante. Donc, pour terminer sur ces mesures, la cinquième concerne l'obligation de mener des échanges constructifs avec les parties prenantes. Donc, on va y revenir plus en détail dans un instant. La sixième mesure concerne l'obligation d'établir un mécanisme de notification et une procédure de collecte des plaintes. Donc, il va se poser la question de est-ce que les mécanismes, notamment Sapin, suffisent. La septième mesure consiste l'obligation de contrôle de l'efficacité des politiques et des mesures de diligence raisonnables déployées, notamment au regard des risques d'impact négatifs. Donc, on a par exemple les audits sociaux, les enquêtes terrain ou les dispositifs Workers' Voice qui peuvent être déployés à cet effet. Et enfin, la huitième mesure, c'est une obligation de communiquer publiquement sur le devoir de vigilance. On va y revenir plus en détail également. Je passe maintenant la parole à Clémence pour les obligations relatives au dialogue parties prenantes. Oui, merci. On vous propose de faire un focus rapide sur le nouveau rôle des parties prenantes dans le cadre de cette directive. Dans la loi française, il n'y avait pas d'indication précise ni sur l'objectif, ni sur les modalités de consultation des parties prenantes, à l'exception des mécanismes d'alerte pour lesquels les syndicats devaient être impliqués. En revanche, lors des premières mises en demeure, le législateur a rappelé le besoin d'instituer une phase obligatoire de dialogue et d'échange à l'amiable avec les parties prenantes et de développer des alternatives amiables de résolution des litiges. Dans le texte de la directive européenne, le rôle des parties prenantes a été clarifié. Il y a une obligation de consulter les parties prenantes à chaque étape du processus que Eva vient de mentionner. Quelque part, le quand et le pourquoi de ce dialogue ont été précisés. L'entreprise va avoir l'obligation de consulter les parties prenantes pour cartographier les risques et comprendre les impacts de ces activités sur les parties prenantes affectées. Va devoir consulter aussi pour élaborer des plans d'action de prévention des risques ou de remédiation, de réparation des incidences négatives, mais également pour définir les indicateurs d'évaluation et de pilotage de ces risques. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le texte reconnaît que l'entreprise ne peut pas agir ou décider seule de ce que serait une mesure appropriée pour répondre à un risque. Et que donc, il acte une approche plus écosystémique dans laquelle les entreprises doivent pouvoir rendre compte aux parties prenantes des engagements et des décisions prises. Et en faisant ça, il reconnaît aussi une expertise spécifique à ces parties prenantes pour aider les entreprises à piloter ces risques. Et on y reviendra sur les questions que ça pose d'un point de vue opérationnel, mais sur le principe, la directive a acté cette obligation de consultation et d'engagement des parties prenantes. Et Axel, je te repasse la parole pour les règles relatives à la communication et l'archivage. Alors, oui, on va revenir sur les communications et l'archivage, mais on va faire une pause opérationnelle juste avant, parce qu'on a vu toutes les étapes et toutes les obligations du devoir de la CS3D, et donc du coup, on souhaitait quand même, et on peut afficher la slide si on peut, Paul-Louis, sur l'intervention de Guillaume. En fait, on souhaitait avoir votre retour d'expérience et vos points d'attention sur cette mise en place de la CS3D, et notamment au regard de ce que viennent de nous expliquer Eva et Clémence sur les différentes obligations. Merci beaucoup, Anne. Bonjour à tous. J'espère que le son est bon. Alors, le devoir de vigilance chez Schneider Electric, je pense que la partie qui est très importante, c'est qu'en fait, depuis le début, c'est-à-dire depuis la loi Sapin de 2017, qu'on surnomme la loi Sapin 3 de 2017, on a considéré le devoir de vigilance comme faisant partie d'un ensemble droits humains et sustainability de l'entreprise et pas uniquement comme un projet de compliance. Et c'est important parce que ça veut dire que le devoir de vigilance va s'intégrer dans un certain nombre d'actions qui concernent les droits humains. Donc, vous allez avoir, par exemple, des actions sur le salaire décent, qui n'est pas du tout le cadre du devoir de vigilance, des actions en matière de climat et qui font vraiment partie de la politique de l'entreprise. Pourquoi? D'abord, je pense que la première chose à laquelle il faut revenir, c'est qu'on cherche à avoir un impact positif sur notre environnement. On cherche à faire en sorte que le Rana Plaza ne se passe pas de nouveau.
ni le Rana Plaza, ni l'Erika, ni la Moco Cadiz, etc. Donc, c'est vraiment ce qu'on cherche à faire. Quel est notre impact et comment pouvoir le diminuer? Et ensuite, pour la mise en œuvre, je pense que les questions fondamentales, c'est pour une mise en œuvre efficace, il faut d'abord que ce soit un plan qui inspire les salariés, qui inspire les équipes, qui inspire les partenaires. Il est plus difficile d'inspirer avec des actions compliance que d'inspirer avec des actions de transformation par lesquelles on améliore notre environnement. La deuxième chose qui est importante, c'est qu'on cherche à sécuriser nos clients qui eux-mêmes ont un certain nombre de questions, eux-mêmes veulent sécuriser leur supply chain, nous en faisons partie, et donc il faut leur amener des réponses. Et la troisième chose, c'est qu'on cherche à rassurer nos investisseurs. Dans nos investisseurs, on a pas mal de fonds d'investissement, de fonds de pension. Alors, bien sûr, ils veulent investir dans des sociétés qui soient profitables, des sociétés qui aient des versements de cash réguliers, ça aide à payer les retraites, mais qui soient également pérennes à long terme. Or, le fait que vous ayez un business model qui soit compatible avec les attentes de la société fait que vous êtes probablement beaucoup plus pérenne à long terme. Donc, c'est pour ça que dès le début, pour nous, chez Schneider Electric, sustainability, ça fait partie de notre stratégie, depuis quelques années déjà. Et dans sustainability, on a vraiment deux piliers. On a un pilier qui est le climat et l'environnement et un pilier qui est les droits humains. Et le devoir de vigilance va être une des composantes de ces piliers. Et à partir de ce projet d'entreprise qui est global, là, on va répondre aux différentes lois parce qu'il n'y a pas que la loi française, il y a aussi une loi norvégienne, il y a une loi allemande. On a un certain nombre de lois sur le anti-slavery, donc on a en UK, on a en Australie, on a au Canada. Et demain, on aura la CS3D. Et donc, à partir de notre plan global, on répond à ces différentes lois. Et l'adaptation aux différentes lois, finalement, est assez simple. Pour la loi allemande, par exemple, on a traduit notre plan de vigilance, on a rempli le questionnaire BAFA, on est allé les voir et ils nous ont dit, bon, écoutez, pour l'instant, tout ce que vous nous avez donné, c'est largement suffisant. On n'a pas eu beaucoup à travailler dessus. Donc voilà, ça, c'est la première partie qui est importante. Alors après, au bout de 5 ans, où est-ce qu'on en est? Je pense qu'on a beaucoup abordé là aujourd'hui les sujets qui sont des sujets de technique, de loi. Pour nous, entreprises individuelles, c'est la complexité à mettre en œuvre. Et pour vous donner une idée, la supply chain de Schneider, en rang 1, c'est-à-dire les fournisseurs auprès desquels on s'approvisionne directement, c'est plus de 50 000 sociétés. Et on rachète des sociétés chaque année, donc ça veut dire que c'est une base qui évolue en permanence. Donc la question, c'est que dans ces 50 000 fournisseurs, où se trouve le risque? Où se trouve le fournisseur qui va faire porter un risque particulier à une communauté ou un risque de pollution, etc. Donc c'est un petit peu chercher une aiguille dans une botte de foin, surtout que si vous considérez au-delà du rang 1, c'est 50 000, puis probablement 200 000, et on est à quelques millions de fournisseurs dès que vous êtes au rang 3 ou 4. Donc, on a mis en place une cartographie et au sein de cette cartographie, il y avait vraiment un exercice de priorisation des risques et des fournisseurs à risque. On a identifié grosso modo 5000 fournisseurs qui étaient à risque sur la base de leur activité, de leur processus industriel et de leur localisation géographique. Tous les pays ne sont pas égaux en face des risques droits humains. Et on a décidé d'auditer ces sociétés. Donc, on réalise près de 200 audits par an. On en a fait plus de 1200 depuis le début de l'année. Et donc là, en fait, au début, on pensait que ça allait être une contrainte envers nos fournisseurs. Alors, effectivement, les relations sont un petit peu tendues, mais au final, dans 98% des cas, ça se passe très bien. Pourquoi? Parce que pour le fournisseur, surtout quand c'est un petit fournisseur dans un pays lointain, c'est une opportunité de s'améliorer. Donc, on vient les voir, on ne vient pas les voir pour les exclure du réseau, mais pour les faire progresser et les aider à progresser. Le but, c'est vraiment ça. Ce n'est pas d'évacuer le problème en dehors de notre réseau, c'est vraiment d'aider tout le monde à progresser. Et donc là, on revient vers l'objectif initial qui est de limiter le risque, d'éviter un Rana Plaza. Tous nos fournisseurs sont ravis d'avoir la possibilité de s'améliorer. C'est un petit peu tôt pour en parler, mais ce qu'on a constaté cette année, c'est qu'après avoir fait un grand retour général à nos fournisseurs en Inde et en Chine sur quelles sont les non-conformités qu'on trouve lors des audits, quels sont les points améliorés, on a constaté une baisse des non-conformités dans nos nouveaux audits. Donc, est-ce qu'il y a un lien entre le fait qu'on travaille avec les fournisseurs et qu'on fasse des retours d'expérience collectifs à tout le monde et l'amélioration de la qualité et de la baisse du risque dans la supply chain? Enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose auquel je crois assez fortement. Alors, voilà, ça a été un des gros... La transformation des fournisseurs, ça a été un de nos gros sujets. On a commencé à travailler sur les communautés, notamment les communautés qui sont proches des projets qu'on effectue pour le compte de nos clients, c'est-à-dire lorsqu'on va construire des sous-stations électriques ou des data centers ou autres. Et aujourd'hui, on est en train de mettre en œuvre ce qu'on appelle le devoir de vigilance 2.0, c'est-à-dire la prochaine étape, la
première étape, c'était grosso modo la loi française avec un petit peu de loi allemande à la fin. Et maintenant, le DEV 2.0, pour nous, c'est la loi allemande, c'est la directive européenne qui se prépare. Et toujours avec le même esprit, c'est d'avoir un plan global qui permette de répondre à toutes les exigences. Et si possible, d'avoir toujours un petit coup d'avance sur la loi. C'est plus facile d'anticiper et donc de répondre ensuite aux lois plutôt que de courir après les lois au fur et à mesure qu'elles se présentent à nous. Et je dirais l'enjeu principal pour nous aujourd'hui, c'est d'étendre notre couverture de risque. C'est-à-dire, on a identifié un certain nombre de risques, d'accord, mais est-ce qu'on peut aller au-delà? Est-ce qu'il y a d'autres risques qu'on ne voit pas dans notre supply chain? Et pour nous, faire plus d'audits, par exemple, est-ce que ce serait une solution? Probablement pas. On ne diminuera pas fortement le risque en faisant plus d'audits. En revanche, en ayant des actions qui seront plus typées, plus ciblées. Donc d'abord sur les types de risques. Aujourd'hui, les risques principaux qu'on voit, c'est le climat et l'environnement, c'est les travailleurs migrants et le travail forcé qui en découlent malheureusement fréquemment. C'est les communautés, par exemple. Ensuite, c'est de travailler sur des pays ciblés dans lesquels les droits humains sont réellement des questions. Et puis de travailler sur des filières ciblées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Schneider est un grand consommateur de cuivre, d'aluminium. On en achète peu directement. En revanche, il y en a beaucoup dans nos produits. On a des achats indirects. Donc, comment pouvoir travailler sur une filière? Ce qui passe par, bien sûr, des nouveaux outils. Si on veut aller voir plus loin, ce n'est pas uniquement des audits, ce n'est pas nos outils traditionnels. Ça va être capable d'identifier des signaux faibles, être capable de couvrir un territoire beaucoup plus large. Et donc, on est en train de tester des outils comme Workers' Voice, le data mining, l'intelligence artificielle, et puis des approches par norme et par coalition. Si on veut changer la donne, par exemple, pour les producteurs de cuivre, il faut forcément s'allier avec d'autres sociétés. Donc voilà, c'est là où on en est aujourd'hui sur étendre ce devoir de vigilance et le fait qu'on étende notre plan global responsabilité sociale, responsabilité sociale des entreprises, ça répondra de fait à toutes les exigences des différents corps. Alors, pour conclure sur la CS3D, moi, je pense que c'est une évolution extrêmement positive dans le sens où, de toute façon, on est déjà soumis au devoir de vigilance en France, on est soumis au devoir de vigilance en Allemagne. Donc, plus on aura d'entreprises qui seront soumises aux mêmes règles, mieux ce sera, plus la compétition, ou le terrain de jeu sera le même pour tous. Je pense que la CS3D amène quelques clarifications au niveau des pénalités et des modes d'implémentation, notamment le fait qu'elle introduise un organisme de coordination de style AFA pour la loi Sapin 2 ou le BAFA pour l'industrie allemande. Je pense que, vous l'avez déjà cité, il y a quelques détails à clarifier, notamment la notion de partenaire commercial, ce qui est supply chain downstream. Donc là, on le verra au niveau des transpositions, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. On voit par exemple que nos contracteurs avec lesquels on fait des projets, pour nous, c'est un sujet de risque, donc ils sont downstream, donc on les suit déjà. Est-ce que ça s'étendra à nos distributeurs, par exemple? Donc ça, c'est la transposition. Et puis, je terminerai juste sur pour nous, enfin, en tout cas pour moi, la grande question, c'est est-ce qu'on se dirige vers plus de compliance, c'est-à-dire une approche one size fits all, tick the box, ok, j'ai fait ça, c'est bon, j'ai fait ça, c'est bon, j'ai fait ça, c'est bon, je suis conforme. Ce qui, à mon avis, n'est pas très l'esprit de la CS3D, ou du moins de la vigilance en général, parce que chaque industrie est différente. On parle beaucoup avec nos pairs dans les autres industries et on voit que les problèmes de Engie, dont parlait Anaïs, les problèmes de L'Oréal, les problèmes d'Unilever, etc., ne sont pas les mêmes que ceux de Schneider. Et donc, si on n'a pas cette souplesse, si on a une approche qui est trop rigide, trop compliance, j'ai peur qu'on perde un peu de la pertinence de nos actions, avec toujours en tête la chose fondamentale. On ne cherche pas à être compliant en une loi, mais on cherche vraiment à faire diminuer le risque dans notre écosystème. Voilà, je m'arrête là. Voilà, grosso modo, la notion de vigilance chez Schneider Electric. Merci beaucoup, Guillaume. Merci pour ce partage. Donc, je retiens notamment cette histoire de projet global d'entreprise. Je pense que c'est vraiment très important. Anaïs, maintenant, je vais me tourner vers vous. Et donc, après vous avoir entendu sur votre retour d'expérience sur le devoir de vigilance, on aimerait bien avoir votre vision sur les nouveaux enjeux liés à cette CS3D. Oui, merci beaucoup. Donc, je pense que beaucoup de choses ont déjà été dites, effectivement. Enfin, moi, je trouve que la présentation qui a été faite est vraiment d'excellente qualité. Donc, je vais essayer d'apporter d'autres choses au regard de l'arrivée donc de la CS3D. Moi, ce que je vois, c'est que cette CS3D
en coordination avec la CSRD, ça va donc vraiment nécessiter de bouleverser l'organisation interne de l'entreprise. Évidemment, on peut capitaliser sur l'existant. Engie, donc je l'ai décrit tout à l'heure, a pris très tôt le sujet de la loi sur le devoir de vigilance, mais donc nous avions déjà une politique de droits humains depuis 2014, ce qui est assez précurseur, une politique droits humains publique. On avait déjà effectivement des démarches de vigilance existantes sur lesquelles on s'est reposé en organisant ce plan de vigilance pour répondre à nos obligations de la loi sur le devoir de vigilance. Aujourd'hui, avec l'arrivée de la CS3D, comment on fait en interne pour concilier tout ce qui est déjà en place? On a des comités vigilance qui ont été mis en place pour répondre donc aux obligations de la loi sur le devoir de vigilance. On a des comités liés à la CSRD qui ont été créés. On a des analyses de risque qui existent en interne. On a un exercice de double matérialité qui a été fait pour la CSRD. Aujourd'hui, tous ces sujets demandent une transversalité en interne et il va bien sûr falloir mettre un petit peu tout cela à plat pour réussir à s'organiser et mettre tout ça en fait en musique et que ces analyses de risque donc soient bien cohérentes les unes par rapport aux autres. Sur l'exercice de double matérialité sur la CSRD, on a bien évidemment été présent donc à l'exercice pour remonter les sujets de vigilance déjà identifiés sous l'angle de vigilance. Ceci dit, comme je disais plus tôt, on a des outils dédiés à l'identification des risques de droits humains avec un processus en interne, etc. Donc pour moi, il va falloir réfléchir tous ces outils et tous ces dispositifs. Oui, on fait le lien entre les risques, devoirs de vigilance et les impacts négatifs qui sont couverts par la CSRD. Et oui, il y a cette question que l'on peut se poser de comment concilier la granularité qui est requise pour le devoir de vigilance et cette double matérialité sous CSRD qui nous demande de ne traiter que des sujets qui seront importants pour l'entreprise. Donc, de notre point de vue, les sujets de vigilance, les impacts négatifs que l'on trouve sous le devoir de vigilance devraient pouvoir exister sous CSRD et dans le rapport de durabilité. D'autant plus que, comme vous l'avez mentionné, l'exercice de publication sous CS3D sera rempli par l'exercice de publication CSRD, la publication du rapport de durabilité à terme. En termes d'organisation et de changement, la directive CS3D demande de rédiger une politique générale sur le devoir de vigilance. Donc nous, aujourd'hui, on a plusieurs politiques, comme je le disais, plusieurs démarches de vigilance. On a des politiques aussi transverses sur les due diligence, sur le mécanisme d'alerte et de recueil de signalement. Voilà, donc on a des processus également transverses, des politiques transverses. Et donc là, il va falloir que l'on réalise, que l'on constitue une politique générale sur le devoir de vigilance. Sur le dialogue parties prenantes, oui, vous l'avez mentionné, il y a un renforcement des exigences sur le dialogue parties prenantes. Il est très important sur le devoir de vigilance. Il y a vraiment cette idée que, comme vous l'avez mentionné également, la mise en demeure préalable, le dialogue parties prenantes, c'est vraiment quelque chose sur lequel il y a une importance. Et donc, vous l'avez mentionné, c'est renforcé avec la CS3D, mais très concrètement, aujourd'hui, il faut qu'on puisse identifier des parties prenantes qui sont adaptées pour dialoguer avec nous sur les sujets de devoir de vigilance, parce que les entreprises ont souvent la possibilité, identifier les parties prenantes autour de leurs activités, mais là je pense que ça nécessite d'aller identifier quelles sont les parties prenantes qui sont
les parties prenantes donc sous un angle devoir de vigilance pour pouvoir dialoguer avec les bonnes personnes. Donc ça, c'est aussi un enjeu, quelque chose sur lequel on va devoir travailler. Et donc, il y a aussi un enjeu d'opérationnalisation au niveau local, puisque, comme vous l'avez dit, la nouvelle directive, elle va donc donner la possibilité d'engager la responsabilité juridique directement des entités qui sont dans les seuils de la directive. Et donc, aujourd'hui, Engie, on a la chance d'avoir eu ce parti pris dès le départ, d'aller s'assurer qu'il y ait une opérationnalisation locale au sein des entités, que les identifications de risques se fassent en local, que le traitement des risques se fasse en local, etc. Donc ça va nous aider. Mais voilà, il y a quand même un point d'attention par rapport à ça. Il va falloir s'assurer qu'en local, on ait l'expertise suffisante pour traiter de ces sujets correctement et en application de la réglementation, et d'autant plus que l'entité locale pourra avoir sa responsabilité engagée. Donc voilà sur mon retour d'expérience et donc sur mon point de vue pour les nouveaux enjeux. Alors, je tiens à vous remercier, Anaïs ainsi que Guillaume, pour votre intervention. Merci beaucoup. Ça nous a apporté un regard opérationnel très important. On va reprendre, après avoir expliqué du coup les différentes étapes et obligations du devoir de vigilance, on va reprendre avec un sujet très sexy, les obligations sur la communication et l'archivage. Et ensuite, on abordera notamment le sujet du plan de transition, mais également la responsabilité et les sanctions. Donc, Axel, je te passe la main. Oui, merci Anne. Bon, pour la communication, on peut aller rapidement, je pense, puisque c'est quand même un sujet qu'on a déjà évoqué à plusieurs reprises au cours de cette webcast. Donc, vous l'avez compris, la CS3D, elle prévoit une obligation de communication sur les obligations du devoir de vigilance. Et cette communication, en fait, elle va être assurée via la publication du rapport de durabilité pour les sociétés qui sont dans le scope de la CSRD. Pour les autres, pour les sociétés qui sont dans le scope de la CS3D sans être dans le scope de la CSRD, là, il y aura une déclaration annuelle à prévoir sur le site web dans les 12 mois de la clôture. Le contenu de cette déclaration doit encore être défini. Toujours en lien avec la communication, on va également avoir une obligation d'archivage d'au moins 5 ans de la documentation relative aux mesures mises en œuvre par l'entreprise pour remplir ces différentes obligations prévues par la CS3D. Je vous propose de passer rapidement à notre sujet sur les plans de transition. Alors là, à l'écran, vous avez juste un rappel, effectivement, mais qu'on a aussi également déjà évoqué, c'est la différence entre les approches CSRD et CS3D. Donc, pour rappel, la CSRD, c'est vraiment une obligation de transparence, de reporting. Donc, elle n'impose pas l'obligation aux entreprises d'adopter un plan de transition, alors que la CS3D, là, on retrouve bien une obligation de faire, d'adopter un plan de transition et de le mettre en œuvre. Donc, encore une fois, ça illustre bien la complémentarité de ces deux dispositifs. On peut aller sur la slide suivante. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail du contenu des plans de transition climatique qui sont précisés. Le contenu est bien précisé par la CS3D. Juste pour finir sur ce sujet des plans de transition, juste indiquer qu'effectivement, la CS3D indique que les sociétés qui publieront un plan de transition, conformément aux dispositions de la CSRD, seront réputées conformes à l'obligation d'adopter un plan de transition prévu par la CS3D. Donc, encore une fois, cette illustration de complémentarité. Merci beaucoup, Axel. Du coup, comme évoqué tout à l'heure, on va rentrer dans un autre sujet et je vais me tourner vers Eric. Eric, est-ce que tu peux nous expliquer ce sujet des sanctions, ce sujet de régime de responsabilité? Donc, je te passe la parole. Oui, merci beaucoup, Anne. Donc, le régime de responsabilité de la CS3D est globalement calqué sur le régime du devoir de vigilance français. C'est-à-dire qu'une société sera tenue responsable d'un dommage qu'elle aura causé à une personne physique ou morale dès lors que par négligence, elle n'aura pas respecté, ou intentionnellement, bien sûr, elle n'aura pas respecté ses obligations de vigilance. Alors, comme le disait Guillaume tout à l'heure, la CS3D va beaucoup plus loin que le devoir de vigilance puisqu'elle
elle clarifie notamment les modalités de pénalité. Alors même si elle laisse une certaine marge de manœuvre aux États membres dans leur transposition des pénalités, notamment en ce qui concerne la charge de la preuve, les délais de prescription, la détermination du préjudice et du lien de causalité, elle pose un jalon fort puisqu'elle prévoit que des amendes seront possibles contre les entreprises contrevenantes à un plafond d'au moins 5% de leur chiffre d'affaires net mondial. Alors, comme tu le disais, Anne, les États membres peuvent évidemment choisir d'appliquer des conditions plus strictes et plus contraignantes que ces 5%. Donc, potentiellement, dans tel ou tel État membre, on pourrait aller au-delà du seuil de 5% du chiffre d'affaires net mondial. Au-delà des pénalités, la directive, la CS3D, prévoit également elle décrit de manière plus précise que le devoir de vigilance les actions de prévention et d'atténuation qui pourraient être déployées par les entreprises. Elle prévoit notamment des clauses d'exonération des responsabilités des entreprises qui auraient pu démontrer qu'elles avaient inséré des bonnes clauses contractuelles vis-à-vis de ses partenaires commerciaux, leur imposant de respecter les codes de conduite, les plans de vigilance, mais aussi qu'elle aura réalisé des audits, par exemple de manière annuelle, suffisants pour pouvoir s'assurer que les garanties contractuelles sont respectées par les sous-traitants et fournisseurs. Mais surtout, et ça avait été évoqué également par Guillaume tout à l'heure, la CS3D prévoit une instance de contrôle. C'est vraiment un des écueils du devoir de vigilance français. L'idée, en fait, c'est qu'une autorité qui ressemble effectivement pas mal à l'Agence française anticorruption au titre de Sapin 2, veille à la bonne application des dispositions de la CS3D dans les différents États membres. Et donc, cette autorité aurait un pouvoir d'enquête et un pouvoir de sanction comme l'AFA. Et enfin, pour finir, toujours dans un souci d'uniformiser les textes et les sanctions, les lignes directrices, elles, seraient édictées de manière régulière par la Commission européenne afin que la mise en œuvre soit totalement harmonieuse dans les différents pays. Merci beaucoup, Eric. Donc, effectivement, vous verrez, on vous a laissé 2 slides dans la présentation juste après, voilà, qui présentent ce que vient d'évoquer Eric, donc le contrôle et les sanctions, et également, du coup, la slide sur la responsabilité civile. Voilà, elle s'affiche à l'écran. C'est ce que vient de commenter Eric. Donc, je te remercie, Eric. On va pouvoir passer, du coup, la parole à Clémence pour un peu une synthèse des enjeux opérationnels avec le parti pris de PwC. Merci Clément, je te laisse la parole. Oui, merci. Et on va faire vite. Ici, on vous a juste remis d'un point de vue opérationnel le fait que le plan de vigilance doit se construire autour de ces 5 étapes clés qu'on a déjà évoquées. Donc, 1, cartographier et identifier les domaines de vigilance prioritaires. 2, on peut juste revenir sur la précédente. 2, intégrer le pilotage de ces sujets dans la stratégie de l'entreprise en termes de gouvernance et de plan d'action. 3, mettre en place des processus d'évaluation et de contrôle. 4, créer des mécanismes d'alerte et de remédiation. Et 5, piloter le suivi de ces actions, notamment via le reporting. Et au centre, on retrouve le dialogue parties prenantes comme facilitateur et garant de la mise en œuvre de chaque étape du processus. Et donc là, maintenant, l'idée, c'est sur les slides suivantes, on a voulu mettre en avant à chaque étape de ce processus, qui est un processus qu'on a défini, nous, en termes d'approche méthodologique PwC, aligné avec les référentiels de l'OCDE et de l'ONU. On a voulu vous mettre pour chaque étape les principaux enjeux opérationnels auxquels font face les entreprises. Donc, on va se concentrer sur, en tout cas, ceux qui nous semblent les plus importants, les plus stratégiques. Première étape de la cartographie des risques et de l'identification des domaines de vigilance prioritaire. La principale question qui va se poser ici est d'assurer la cohérence et d'identifier les synergies entre les différentes cartographies existantes dans l'entreprise. Ces cartographies, elles peuvent couvrir des thématiques similaires, on l'a dit, mais elles répondent à des objectifs différents.
et Anaïs l'a mentionné dans son intervention, mais c'est d'actualité, comment par exemple garantir que l'analyse de double matérialité de la CSRD soit alignée avec la cartographie des risques du devoir de vigilance. Nous, notre conviction sur cet exemple d'un point de vue opérationnel, c'est que la cartographie devoir de vigilance doit être réalisée à un niveau beaucoup plus granulaire sur les risques et donc servir de point de référence pour les impacts négatifs de la CSRD. Mais au final, l'enjeu, c'est bien de s'assurer que les risques prioritaires du devoir de vigilance se retrouvent bien dans les impacts négatifs matériels de la CSRD. Pour la deuxième étape d'intégration dans la stratégie et les plans d'action, la directive européenne a défini le concept, on en a parlé, de mesures appropriées pour répondre aux risques qui va forcer les entreprises quelque part à renforcer l'opposabilité de leur plan d'action, opposabilité et transparence qui sont au cœur des exigences de reporting de la CSRD. Donc la question d'un point de vue opérationnel, ça devient, est-ce que les mesures mises en œuvre vont être suffisantes par rapport à la gravité du risque identifié? Et ça implique pour l'entreprise d'être en capacité de lier ses actions à des risques spécifiques et surtout de mettre en place un dispositif de pilotage pour mesurer l'efficacité et la pertinence de ces actions en termes de prévention, de mitigation, de rémédiation ou de réparation de ces incidences négatives. Ça, c'était pour étape 2. Sur la troisième étape d'évaluation et de contrôle, sur cette étape, les enjeux opérationnels vont se poser à 2 niveaux. Au niveau de l'entreprise, qui doit donc aujourd'hui mettre en place une gouvernance des risques et des dispositifs de pilotage fiables pour se donner les moyens de pouvoir contrôler l'efficacité réelle de ces plans d'action. Et à date, on constate plutôt que les entreprises peinent à avoir une vision centralisée sur ces sujets et n'ont encore que peu intégré ces risques dans les processus de contrôle et d'audit interne. Et la question se pose aussi au niveau des moyens, des outils d'évaluation et de contrôle. Et là, il y a 2 difficultés principales. La première, la diversité des risques à intégrer dans le périmètre, les risques environnementaux, les risques sociaux, les risques sur les communautés, etc. Et aussi la localisation de ces risques sur les chaînes de valeur amont ou aval, ce qui était précisé tout à l'heure par des intervenants. L'approche actuelle, qui a eu tendance à se concentrer sur les audits sociaux, a d'ailleurs montré ses limites à ce niveau-là. On a de nombreux cas liés au devoir de vigilance qui impliquent des entreprises qui avaient pourtant été auditées. Donc, la question qui se pose aujourd'hui, c'est plutôt de réinventer, de repenser les process d'évaluation et de contrôle, notamment en les ouvrant à d'autres parties prenantes externes de l'écosystème de l'entreprise, et donc avec un objectif de favoriser des approches plus collaboratives, plus systémiques, plus dans les partenariats. Donc, est-ce qu'il faudra avoir des approches partagées au niveau d'une filière, donc éventuellement avec vos pairs, vos concurrents, comment impliquer des experts ou des acteurs locaux dans ces approches, etc. Et en ce sens, et ça a été évoqué aussi, toutes les initiatives comme par exemple Worker Voice, qui cherchent à contourner les canaux habituels de remontée d'alerte pour solliciter les travailleurs directement, sont intéressantes à regarder ou à analyser. Quatrième étape, sur les mécanismes d'alerte et de remédiation. Dans un premier temps, les entreprises, on l'a dit, ont essayé de capitaliser sur les mécanismes d'alerte existants, comme Sapin 2, pour le devoir de vigilance. Dans la pratique, il y a des limites méthodologiques à vouloir fusionner ces différents mécanismes d'alerte, notamment en termes de confidentialité, de gouvernance, de mesures de réparation adaptées, etc. Donc, l'enjeu d'un point de vue opérationnel pour les entreprises, ça va être de comprendre si on peut adapter les mécanismes d'alerte existants aux spécificités du devoir de vigilance ou au contraire, de dire on a plusieurs mécanismes différents, mais comment est-ce qu'on arrive à les faire coexister au sein de l'entreprise. Pour la 5e étape du reporting, on a là aussi 2 niveaux de réflexion. À un niveau stratégique, la question à se poser pour l'entreprise, c'est comment piloter les indicateurs liés au devoir de vigilance, comment mettre à jour ses engagements et ses plans d'action en fonction des résultats qui auront été atteints ou non sur l'année. Et à un niveau plus opérationnel, l'enjeu ici va être plutôt d'articuler la publication de ce plan de vigilance avec les autres obligations de reporting liées au même sujet, comme par exemple le rapport de durabilité de la CSRD qu'on a évoqué. Voilà. Et les questions qu'on pourrait se poser, ça va être, par exemple, comment est-ce qu'on va s'assurer que les cibles et les indicateurs de suivi et de pilotage définis pour des impacts matériels sur la CSRD soient également des indicateurs clés de suivi et de pilotage adaptés à la démarche de vigilance. Donc, il y a une double opportunité ici pour l'entreprise, un enjeu de cohérence évident vis-à-vis des parties prenantes utilisatrices de ces rapports, mais également une opportunité de synergie pour les métiers impliqués dans les différentes approches.
Sur la slide suivante, et c'est la dernière sur les enjeux opérationnels, on a voulu se poser ces mêmes questions sur les 2 étapes transversales du process de vigilance. Sur la gouvernance. Donc, la gouvernance, on l'a dit, c'est un des leviers clés de la mise en œuvre du dispositif de vigilance, et les enjeux sont encore une fois à 2 niveaux. Il y a un besoin de centraliser, d'avoir une vision commune et de se coordonner avec les instances de gouvernance existantes sur ces sujets pour garantir la cohérence des engagements et l'identification des synergies. Et 2, il y a un enjeu à définir une gouvernance multimétier pour permettre l'opérationnalisation des plans d'action. C'est-à-dire que compte tenu du périmètre couvert par le devoir de vigilance, avec à la fois des sujets portés par les communautés environnement, les communautés RH, achat pour chaîne de valeur, éthique and compliance, etc., on a besoin que ces différents métiers, ces communautés et réseaux qui sont d'ailleurs souvent bien structurés, soient impliqués dans la définition des engagements, la définition des engagements, mais aussi la définition des plans d'action. Et dernier point sur le dialogue parties prenantes. Donc, on l'a dit, la directive vient acter un principe fort pour les entreprises qui doivent engager les parties prenantes à chaque étape du processus de vigilance. Les parties prenantes sont ou deviennent les garants d'un processus de vigilance raisonnable, ce qui va soulever plusieurs questions d'un point de vue opérationnel. Première question, c'est qui sont ces parties prenantes affectées par les activités de l'entreprise et sa chaîne de valeur? Quelle méthodologie de cartographie à l'échelle de l'entreprise pour permettre une approche qui soit homogène à tous les niveaux, j'ai envie de dire du local au corporate? Deuxième question, c'est comment construire des relations de confiance sur le long terme avec ces parties prenantes qui sont souvent non contractuelles. Mais on va aussi avoir des questions bien plus opérationnelles comme à quel niveau mener ce dialogue avec les parties prenantes sur le devoir de vigilance, comment assurer une cohérence globale d'engagement qui va du pilotage opérationnel à l'échelle d'un territoire ou d'un site à une stratégie corporate. Et il va y avoir un équilibre à trouver entre cadre directeur, méthodologie commune, autonomie à l'échelle d'un territoire pour prendre en compte les spécificités de chaque risque, chaque situation, etc. Donc, juste sur ce point, en conclusion, face à la complexité des sujets, mais aussi face aux attentes en termes de transparence et d'opposabilité des plans de vigilance, notre conviction, c'est que l'entreprise ne pourra pas ou ne devrait pas agir seule et que c'est donc aussi une invitation à dépasser un simple objectif de mise en conformité pour s'engager dans des approches qui vont être plus participatives, plus collaboratives avec l'écosystème, avec ce point d'attention de se dire comment est-ce qu'on va travailler à favoriser à la fois l'innovation sociale, mais aussi l'identification de co-bénéfices à l'échelle de cet écosystème. Merci beaucoup Clémence pour ton intervention. Donc clairement, on arrive à la fin de notre temps imparti, on l'a même dépassé, je suis désolée. Donc je remercie tous nos intervenants. Merci surtout de votre attention et merci de nous suivre régulièrement sur ces rendez-vous du reporting de durabilité. On va vous demander de rester, si vous pouvez, encore quelques instants pour le questionnaire de satisfaction. On est à votre disposition évidemment après ce webcast. Les points à suivre, évidemment, donc la transposition et puis aussi les guidelines de la Commission européenne pour suivre ce sujet. On a reçu beaucoup de questions. Vous avez deviné qu'on n'a pas le temps de les traiter. Il y en a beaucoup qui tournaient autour de la chaîne de valeur. Et évidemment, c'est des sujets qu'on va suivre de près. Voilà, je remercie tout le monde et à bientôt.